Édito par Guylaine Philly, présidente du Nouveau Journal. Bon baiser de Mars. À l'heure où j'écris cet édito, la mission ExoMars, qui a pour objectif d'envoyer un robot sur la planète Mars afin de déterminer s'il existe de la vie, reprend son cours après une suspension de plusieurs mois. Claude Alfandéry, grand résistant et ancien banquier, fête ses 100 ans et reste engagé en faveur d'une économie sociale et solidaire. Coupure d'électricité en janvier, annonce le président Macron. Les infos passent, on s'en fout et on se sent plus concerné, si ce n'est que l'on se demande avec quoi allons-nous nous éclairer pendant les dites coupures ? Y aura-t-il une rupture de stock de bougies dans les grandes surfaces ou utiliserons-nous les lampes de nos portables que l'on se dépêchera de recharger dès que l'électricité sera revenue ? Alors nous, au Nouveau Journal, on continue le lien. Ce journal est un moment de partage, de confrontation, de dialogue et d'échange. Nous souhaitons plein de témoignages, de récits, de fêtes et de rencontres pour cette année 2023 à tous nos lecteurs. Compte rendu de l'Assemblée générale du Nouveau Journal par la rédaction. L'Assemblée générale ordinaire du Nouveau Journal des gens du pays de Fayence s'est tenue au sein du Mille Club du foyer rural de Fayence le 29 octobre 2022 à 18h30. Présents et représentés totalisant 38 voix, 16 présents et 22 pouvoirs, le quorum n'est pas atteint, 50% des adhérents plus 1. Une assemblée générale extraordinaire s'ensuit ce jour même. Hélène Gluck, vice-présidente du conseil d'administration, en l'absence excusée de la présidente Guylaine Philly, assume le déroulement de la réunion. Elle donne lecture du rapport moral et d'activité de l'association rédigé par la présidente. Rapport moral et d'activité. Pour rappel, le but de l'association est de créer un tissu associatif d'information, de liens et de solidarité entre les habitants du pays de Fayence, les différentes associations et les représentants des communes du canton et des environs. En 2021, il y eut la parution de 4 numéros, publiés entre 5 et 6 000 exemplaires suivant les numéros. 4 numéros seront également édités en 2022. Ces numéros ont donné la parole aux auteurs résidant dans le canton et ouvert leur page aux classes des collèges Marie-Moron et Léonard de Vinci. 2 numéros ont publié l'annuaire des producteurs locaux. En 2022, grâce à Yves Guillerot, le NJ Audio a été instauré cet été. Production énergivore en temps et en technique. Éric Boulier est à l'initiative du ciné-club du NJ, qui a remporté un beau succès avec les projections de Debout les femmes et Hacking Justice. Pour le film Avoir 20 ans dans les Aurès, les spectateurs n'étaient pas au rendez-vous, mais on continue avec la sociale le 6 décembre prochain. Nous avons été présents pendant le festival Baguiliba 2021 et avons participé au Forum des associations le 3 septembre 2022 à Montauroux. Le 27 août, le NJ a pu renouer avec les repas Plancha des Selves suite à 2 années Covid et a retrouvé ses participants en musique et en laser. En octobre, Vincent Violino et Thierry Gérard ont distribué 130 repas préparés par le NJ au profit du NJ pour la randonnée cycliste du foyer rural. Les difficultés rencontrées. Le NJ est diffusé dans tout le canton chez les commerçants, mais peut-être pas assez de manière homogène, faute de bras. Nous avions pour objectif de distribuer le journal sur différents marchés au moins une fois à la nouvelle parution, mais n'avons pu le faire que pour 2 numéros par manque de disponibilité. Le journal n'échappe pas à la baisse de fréquentation des associations, moins 30% chiffre officiel depuis le Covid sur tout le territoire. Moins de fêtes, donc moins de rentrées d'argent et surtout un nombre d'adhérents en baisse. En conséquence, moins de moyens pour publier le journal qui, pour rappel, coûte entre 2 000 et 2 500 € la parution. Pour conclure, n'hésitez pas à participer aux réunions hebdomadaires du lundi
et, si l'aventure vous tente, à devenir membre du conseil d'administration. On vous attend le 27 novembre pour la daube traditionnelle et une dictée supervisée par Gérard Pauvillon, que le NJ remercie pour ses mots croisés publiés dans le journal. Merci à la municipalité de Seillan qui accueille nos activités dans la salle polyvalente et au Selve. Merci aux adhérents, aux donateurs et à tous ceux qui participent aux activités du journal par leur écrit, leur encouragement, et merci aux membres du conseil d'administration pour tout le temps et l'énergie passés à l'élaboration de ce bel outil de communication. Un merci spécial à Denis et Jean pour avoir rejoint l'équipe en descendant de Saint-Césaire. Le rapport moral et d'activité est adopté à l'unanimité. Rapport financier. Jocelyne Jean-Claude, secrétaire en poste, remplaçant momentanément Vincent Violino, trésorier du CA et démissionnaire, commente le compte d'exploitation de l'association de l'année 2021 qui a été joint à la convocation de l'AG. Montant des recettes. 6 624 € de recettes propres, plus 9 157 € d'aide du ministère de la Culture, soit 15 799 €. Montant des charges, 11 389 €. La charge principale étant 89 158 € de coût d'impression de 4 numéros. L'année 2021 s'est terminée avec un excédent de 4 410 €. En 2022, le journal n'a pas bénéficié d'une subvention du ministère de la Culture. C'est le cas pour tous les médias de proximité cette année. Mais grâce aux manifestations organisées, aux adhésions et à des dons, le journal a pu éditer 4 numéros. L'état actuel des finances permettra en 2023 la parution de 2 numéros. Mais ensuite, solution pour survivre, de nouveaux adhérents et une importante participation aux manifestations organisées par votre nouveau journal. Le rapport financier est adopté à l'unanimité. Élection du conseil d'administration. Vote à bulletin secret pour l'élection des membres du nouveau conseil d'administration. Tous les membres de l'ancien CA sont démissionnaires conformément au statut de l'association. Se représentent ou se présentent par ordre alphabétique sur la liste remise. Madame Haudebert, Rolande. Monsieur Bourlier, Éric. Absence excusée. Monsieur Burdéron, Jean et Monsieur Gérard Thierry, absent excusé. Madame Gluck, Hélène. Madame Guillereau, Corinne. Monsieur Guillereau, Yves, absent excusé. Madame Jean-Claude, Jocelyne. Monsieur Leblanc, Denis, absent excusé. Madame Philly-Guilaine, absente excusée. Ne se représente pas Monsieur Padilla Patrick, Monsieur Violino Vincent. La liste complète non raturée obtient l'unanimité. À 19h, le pot de l'amitié clôture cette assemblée. Une discussion chaleureuse s'engage. Les participants présents, très préoccupés par le devenir du NJ, proposent entre autres idées que chaque adhérent obtienne une nouvelle adhésion dans son entourage, ce qui doublerait le nombre de nos adhérents en baisse après ces 2 années de Covid. Plusieurs personnes se proposent pour la distribution de notre ENJ et repartent avec des piles du numéro 55 pour distribution à Calian, Tourette et Saint-Paul-en-Forêt. Le Mille Club ferme ses portes à 20h. La daube du nouveau journal et le concours de dictée par la rédaction. Après bien des délais, des attentes et des impatiences, il fallait bien une daube pour rentrer dans le lard du virus et renouer avec les traditions automnales du nouveau journal. Le 27 novembre dernier, Vincent et sa brigade ont donc affûté leurs couteaux pour concocter un savoureux repas, partagé par une quarantaine de convives dans la salle polyvalente de Seillan, mise à disposition par la mairie. Daube, polenta, ratatouille, fruits, ainsi que desserts gentiment offerts par certains de nos adhérents, ont préchauffé l'ambiance avant de faire chauffer les stylos pour le fameux concours de dictée de Gérard Pauvillon. Gérard est bien connu des lecteurs du Nouveau Journal pour ses mots croisés pas piqués des hannetons. Cette fois, il a élaboré spécialement pour ce concours une dictée de haut vol dont le texte vous est proposé ci-dessous.
Les participants ont donc sué sang et eau pour accorder pluriels et participes passés dans une ambiance des plus sympathiques. Un quiz devait départager les éventuels ex-aequo. Le temps de corriger tout cela, et Gérard Povillon nous communiquait les noms des heureux gagnants, les organisateurs étant bien entendu hors concours. Dans l'ordre, ont donc été consacrés Véronique Chouten, Nathalie Illion, Véronique Degas. 3 autres participants ont également été récompensés pour leur performance. Johanna Louche, Evelyne de Flandre, Monique Morel. Toutes et tous ont reçu un lot sous forme de jeu de société ou de gourmandise offert par le Nouveau Journal. Bravo à toutes et tous car cette dictée était particulièrement ardue. On peut faire confiance à Gérard Povillon pour dénicher les particularités orthographiques et autres pièges de la langue française. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une nouvelle édition en 2023. Merci à lui et à tous les participants à cette joyeuse daube du NJ. Les chanteurs d'antan par Gérard Povillon. Voilà quelques 60 ans, aux grandes dames de nos aïeux, moult crooners à la française se trouvaient frappés d'évanescence, quoique çà et là, il dut en rester à courir assidûment le cachet après que la vache enragée fut grignotée jusqu'à la moelle. Quant aux philosophes chantants, libres penseurs un tantinet misanthropes, misogynes, contestataires, anards même, ils pullulèrent, glorifiés par un public des plus exigeants. Parmi ceux-là, je porte les feux Brel et Brassens au pinacle, dussé-je me voir tancé par des critiques blasés en quête de différents. Ayant débuté quasi concomitamment et progressé parallèlement, loin des avant-gardistes et de leurs dissonances, à l'écart des yéyés, fugaces égéries d'infâmes fabricants de tubes insipides et trafiquants de sons, ces poètes émérites s'étaient fait remarquer, que ce fût par leurs verbes ou leurs mélodies châtiées. Qui n'eût pas bâillé d'émotion devant les ires exacerbés d'un Brel pleurant ses amours déçus, ou applaudi le facétieux baladin Brassens ressuscitant des mots désuets comme le déduit, la camarde, corne gidouille, et truffant à l'envi ses textes de références mythologiques dont il raffolait. J'encense le premier pour ses époustouflants exploits scéniques gratifiés d'éloges dithyrambiques ô combien justifiés, le second pour les plus beaux alexandrins et quatrains que j'ai jamais entendu chanter. Serais-je de parti pris ? Eh non. Combien de lycées, voire de facultés a-t-on de bonne aloi baptisés de leur nom ? Au fait de leur gloire, dans les 60s, combien de potaches ébahis ont-ils séduit lors de leurs récurrentes causeries radiodiffusées ? Après s'être vus adulés ensemble, Brel et Brassens auraient dû gésir dans un mausolée commun, pensais-je. Dommage qu'on n'en construisit pas. Mais, hasard révélateur, dans les bacs des disquaires consciencieux, au patronyme commençant par BR, entre les leurs, aucun intrus n'a pu insérer le sien. En mon fort intérieur, j'exulte. Ô Dieu de l'ordre alphabétique s'il en est, je vous sais gré de vous être ainsi plu à les avoir laissés demeurer côte à côte, afin que nul ne s'immisçât dans leur infinie connivence. La mer, les poissons, les arbres et le NJ, par notre imprimeur Imprime Sud à Tourette, à la demande de la rédaction. Mais pourquoi le NJ n'est-il pas imprimé sur du papier recyclé ? Tout simplement parce que ce n'est ni une bonne solution économique, ni une bonne solution écologique. En Europe, le papier utilisé par les imprimeurs est obligatoirement issu de filières écogérées, c'est-à-dire de forêts plantées, entretenues, puis abattues pour la fabrication de dérivés du bois. La pâte à papier est fabriquée à partir des branches. Les troncs sont réservés à un usage noble, parquet, meubles. Il n'y a donc pas d'abattage sauvage pour la fabrication de votre journal préféré, et c'est le cas de tous les papiers utilisés en Europe qui doivent détenir la certification PEFC ou HFC. Mais pourquoi exclure le papier recyclé ?
En France, le papier recyclé est blanchi au chlore. Oui, ça paraît idiot à dire, mais un papier recyclé, par définition, n'est pas blanc. Il comporte des résidus d'encre de ses précédentes utilisations. Pour qu'il soit à nouveau utilisable, les papetiers intègrent une étape de blanchiment où de fortes doses de chlore sont nécessaires. Malheureusement, ce chlore se retrouve dans les rivières, détruisant le milieu aquatique. Cette étape, écologiquement néfaste, implique aussi un coût supplémentaire pour la pâte à papier qui en est issue. D'où le non-sens économique et écologique. Pourtant, en tant qu'acteur de la filière papier, nous vous invitons à recycler votre journal préféré. Une part importante est utilisée pour la fabrication de carton qui n'a pas besoin d'être blanchi. Et vous pouvez trouver aussi pour votre correspondance personnelle du papier recyclé non blanchi. Mais pour le reste, soyez tranquille, l'ENJ a fait le bon choix. Coupe des masques, mise à mort. Le rêve de la réindustrialisation de la France, préparé dans l'unité Le Monde d'après. Naïf que je suis d'y avoir cru. Dans les numéros 46, 47, 48 de notre nouveau journal, nous vous avons permis de suivre la résurrection de l'usine de Plaintel, fabrique bretonne de masques sanitaires français, qui, en 2018, fut dans l'obligation de fermer ses portes en raison du désengagement de l'État français dans ses achats. Résultant du projet audacieux né en mars 2020 de l'initiative d'un petit groupe d'anciens salariés du site de production de Plaintel, avec notamment le soutien du syndicaliste Serge Lequéot, la nouvelle usine, située à Grasse dans les Côtes-d'Armor, entrait en activité. La coupe des masques, sous le régime de SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, démarrait sa production en janvier 2021. Elle employait 22 salariés qui produisaient 100 000 à 200 000 masques chirurgicaux et FFP2 par jour. La coupe regroupait 2067 sociétaires, 2000 citoyennes et citoyens qui investirent entre 50 et 1000 euros, certains jusqu'à 10 000 euros, dans ce projet solidaire. Les sociétaires importants, dont les groupes mutualistes de santé, avec 3 000 euros et l'État avec 1 200 000 euros, complétèrent la donne. Pour assurer la production de la coupe, il fallait acquérir une machine qui aurait dû permettre de produire le Met-Blauen, matière filtrante introuvable en France et indispensable pour la fabrication des masques. Coût de cet investissement destiné à assurer l'indépendance totale de la production industrielle nationale, environ 3 500 000 euros. Notre pays redevenait maître de son industrie grâce au courage, la volonté, la solidarité d'une équipe de salariés compétents, bien décidés à mener à bien l'expansion de leur usine. L'avenir semblait assuré. Le 12 octobre 2022, douche froide. Le tribunal du commerce de Saint-Brieuc prononce la liquidation judiciaire de la coupe des masques qui emploie encore 13 salariés. Que s'est-il donc passé ? Il ne suffit pas d'aider une entreprise à se monter, il faut l'aider à vivre. Ces paroles de M. David Côte résument fort bien la situation. Comment payer ses factures, ses emprunts, son personnel, ses charges, si les stocks s'accumulent et que les caisses sont vides, faute de commandes promises? L'État a de nouveau un comportement pervers et fallacieux. Quels autres qualificatifs employer face à un investisseur qui, comme l'État, vous apporte une subvention de 1 200 000 euros, nos impôts, pour créer votre entreprise de masques au nom de la réindustrialisation de la France et donne priorité aux entreprises asiatiques pour s'approvisionner à moindre coût de ces masques nécessaires à son pays. Un nombre important de sociétaires ont eu ce même comportement. L'armée, beaucoup trop d'hôpitaux,
la préfecture de Paris, les groupes mutualistes de santé, les pharmacies, sont au nombre des acheteurs qui ont préféré passer commande en Chine et sont jugés responsables de la mort de la coupe des masques par les directeurs successifs de l'établissement. Tout comme pour l'usine de Plainted, les promesses d'achat n'ont pas été honorées. L'État est-il incapable d'apprendre de ses erreurs? Pourquoi 95% des masques sont-ils de fabrication chinoise sur notre territoire? Il n'est pas nécessaire de sortir de Saint-Cyr pour trouver la réponse. Les prix. Coût d'un masque chinois entre 2 et 4 centimes, coût d'un masque français entre 5 et 10 centimes. On oublie trop facilement la qualité, les normes sanitaires de la production française. Qui s'inquiète de la façon dont sont fabriqués ces masques à bas prix? Dans quelles conditions travaillent et sont rémunérés ces salariés étrangers? Les prix, les prix. Voici l'unique préoccupation. Pour les budgets modestes, les familles nombreuses, il est vrai que c'est un critère de sélection. Alors, comment remédier à cette situation? Réponse d'économistes avisés. Il faut baisser taxes et impôts sur la production nationale afin de permettre aux fabricants français de remporter les appels d'offres. Nos donneurs d'ordre sont-ils aveugles au point de préférer à l'application de cette suggestion le principe de diriger vers la liquidation judiciaire et la fermeture une vingtaine de fabriques de masques et de mettre au chômage leurs 200 employés? Sanction pour avoir osé croire à la possible réindustrialisation de la France? Ces décideurs jugent préférable de nous obliger à redevenir tributaires d'un autre pays pour subvenir à nos besoins dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, dont celui des médicaments par exemple. Quand vont-ils se réveiller? À quelle obscure raison? Au nom de quelle sacro-sainte économie préfèrent-ils transformer un peuple de travailleurs en un peuple de quémandeurs? C'est notre journal, par Marie-Anne Ponce, à Saint-Paul-en-Forêt. Hé, l'ami, t'en connais beaucoup, toi, des journaux comme ça? Gratuits, sans pub ni sponsor? Un journal où tu peux t'exprimer si tu le veux et où tu peux lire ce qu'expriment tes voisins de canton? Un journal où tu as des nouvelles de chez toi, où tu trouves la liste de nombreux producteurs locaux qui donnent la parole aux élus du canton? Sans oublier que l'équipe organise au moins 2 grands repas par an, fin août, la plancha aux Selves, et en décembre, une daube traditionnelle à Seillan. Grands repas qui sont d'autant d'occasions de se régaler, de rencontrer des gens sympas et d'assister à un concert en plein air en ce qui concerne les Selves. On a la chance d'avoir cela dans le pays de Fayence. Oui, mais jusqu'à quand? Les comptes de l'association Le Clos qui gère le nouveau journal des gens du pays de Fayence sont très bas, tout juste de quoi publier encore 2 numéros, et puis basta. Tu me demandes, et pourquoi cela? Eh bien parce qu'il y a de moins en moins d'adhérents. En 2 années Covid et après Covid, le nombre a diminué de moitié, sans compter que le confinement a empêché de faire les quelques repas qui permettent généralement de renflouer les caisses. Alors, l'ami, bouge-toi. Si tu en as les moyens, adhère ou réadhère tout de suite. Sinon, au printemps, ce sera peut-être la dernière édition et nous serons nombreux à le déplorer, et toi aussi, l'ami. S'il te plaît, fais le bilan de ces 14 années de publication, de tout ce que tu y as appris, dit ou compris, et réveille-toi, prends une adhésion. 17 € par an pour 4 numéros. C'est un cadeau que tu te fais, l'ami, un cadeau de Noël pour toi ou un des tiens. Et d'avance, merci. Sans oublier de remercier toutes les personnes qui adhèrent et font vivre le nouveau journal depuis des années. Circulez, il n'y a rien à boire. Rendez-nous les Romains. Parole en Dodbert de Seillan. Après la sécheresse et les distributions d'eau sur Seillan, nouvel épisode. Turbidité de l'eau. En raison des gros orages, l'eau est devenue impropre à la consommation humaine pour certains quartiers de Seillan puis de Fayence.
S'il faut reconnaître une information rapide des consommateurs sur les points de distribution d'eau potable, je ne résiste pas au besoin de vous communiquer au nom de l'humour un extrait du texte reçu sur les portables des citoyens en quête d'information. La connexion Internet de la maison de l'eau ayant été coupée par leur opérateur, la régie de l'eau ne sera joignable ni par mail ni par téléphone. Silence radio également samedi pour la municipalité de Seillan et la Comcom. Heureusement, il s'est trouvé un aimable policier municipal pour répondre à mon appel. Ceci démontre qu'une cellule de crise comprenant un personnel apte à répondre aux questions des citoyens devrait exister au sein de cette maison de l'eau. Les murs ne suffisent pas, ils ne parlent pas. Covoiturage gratuit par Together. Le covoiturage entre amis. Covoiturage pour vos groupes et événements. Créez un événement en 2 minutes. Envoyez la page aux invités. Ils organisent leur covoiturage. Mariage, compétitions sportives, séminaires, week-ends, par email, sur Facebook ou votre site web, sur la page Together de votre événement. Gratuit pour tous les utilisateurs et sans publicité. Nos engagements. Nous sommes pour le web d'origine gratuit et sans publicité. Nous nous engageons à ne jamais vendre, louer ou partager vos données personnelles. Together, le doodle du covoiturage, le site du covoiturage entre amis, permet à chacun d'organiser les covoiturages lorsqu'on se rend à un événement privé ou collectif. Together vous offre une interface utile, facile à utiliser, un site web pratique et agréable. Ce n'est pas tout. Nous nous engageons aussi. Ces derniers temps, le web s'est dénaturé. Les grands acteurs abusent de leur position dominante. L'intobésité publicitaire est partout, cela au détriment des internautes. Nous avons toujours refusé de jouer ce jeu-là. Depuis notre création, Together reste gratuit pour tous les utilisateurs, n'affiche pas de publicité et ne monétise pas les données collectées. Nous souhaitons aussi garantir et préserver la confidentialité de vos données personnelles. Trop de sites gratuits vivent en louant ou vendant vos coordonnées. Cela ne sera jamais le cas avec Together. Mais alors, comment financer la plateforme ? Pour maintenir le site, nous proposons des offres dédiées aux professionnels, aux entreprises, collectivités et associations. La participation demandée est très faible. Notre vocation est de proposer un service fiable de qualité. Pour bénéficier de ces tarifs, nos clients et partenaires s'engagent à offrir gratuitement le service à leurs utilisateurs et à ne pas diffuser les données collectées. Je cherche un logement par Emmanuel Guinan à Saint-Paul-en-Forêt. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Guinan. Je suis une personne différente. Vous appelez cela être autiste Asperger. Parler avec mes mots est plus simple par écrit et je m'excuse d'avance pour ma prose ô combien exhaustive et parfois trop chargée. J'ai emménagé en début d'année après moult péripéties dans un appartement à Saint-Paul et depuis que j'ai emménagé, je subis chaque jour le bruit extérieur. Malgré un casque anti-bruit, chaque nuit est pour moi un enfer. Je dors peu car entre les camions de livraison, les motocross et les voitures bruyantes, j'ai passé un été sous la chaleur écrasante. Et le bruit des concerts donnés sur la place située à moins de 5 mètres de mon appartement, pratiquement tous les week-ends, avec un débit sonore de plus de 65 décibels, le bruit me cause des douleurs et des migraines à partir de 25 décibels sans mon casque. Malgré tout cela, j'avais Internet qui marchait à peu près bien. Avec des coupures et des baisses de débit, mais je pouvais tout de même me réfugier dans ma bulle et être avec mes amis en jouant et en streamant. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à appeler Orange. Je regrette amèrement de l'avoir fait. Après m'être battu au téléphone pendant des mois, j'ai eu enfin la visite d'un technicien. Je demandais juste un peu de maintenance et de nettoyage dans un boîtier téléphonique situé à l'extérieur de l'appartement, dans une rue en contrebas. Le technicien est arrivé, furibond, méchant et antipathique, vociférant, arrachant mon boîtier et les câbles, me criant dessus. Si mon auxiliaire de vie n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ce technicien n'a pas fait ce qui était prévu,
et a même empiré ma situation. Il a signé la fiche d'intervention sans mon accord, après être resté 10 minutes seulement, à crier et me dire que si je devais me contenter de ce que j'avais. Et depuis, je n'ai pratiquement plus de débit. Internet est ma seule fenêtre sur l'extérieur. Je n'ai plus de famille, je suis seul. Les relations avec mes amis avec qui je parle et je joue passent par ce biais-là. Mes relations avec Orange se sont pourries. J'ai eu 14 personnes, des promesses d'intervention, puis ma réclamation rejetée. Orange ne fait plus rien. Je ne demande pas que la restitution de ce qui existait avant. Et la fibre n'arrivera à Saint-Paul que d'ici plusieurs mois. Donc chercher un autre appartement, mais quand je téléphone et que je commence à parler de ce que je suis et qui je suis, on me raccroche au nez, on me refuse « non, je ne veux pas de personnes handicapées ». Je suis à bout moralement. Je ne dors plus, entre bruit et stress, je n'arrive plus à manger. Je vous écris pour demander un peu d'aide, juste un peu de gentillesse. J'aimerais trouver un appartement dans un endroit calme, avec Internet qui marche correctement, où je trouverai ma place. Quant au loyer, mon allocation adulte handicapé permet que je puisse payer tous les mois, si ce n'est pas exorbitant. Et certaines locations ne fonctionnent que d'octobre à mai. Merci à l'association Flavie qui m'aide et j'espère que cette bouteille avec ce long message mis à la mer s'échouera dans le cœur de gens gentils et compréhensifs. Dragon Lyre atteint sa majorité par Denis Derreintes. En ce début d'année 2023, l'association Dragon Lyre va souffler ses 18 bougies, atteignant ainsi sa majorité. Dragon Lyre perpétue la mémoire d'Ivan Ivanov, sculpteur, peintre, musicien, chanteur. Elle collecte, archive les documents relatifs à sa vie et à son travail. Elle organise et soutient toute manifestation culturelle, exposition sur l'artiste et son œuvre. Elle répertorie et acquiert des œuvres de l'artiste. Ivan Ivanov est né en Bulgarie en 1925, où il acquiert de son père forgeron la passion du métier et enfant réalise ses premières pièces. Il étudie dans une école des métiers du fer. À 18 ans, il fuit son pays et se réfugie en France, terre d'accueil dont il rêvait. Arrivé à Paris, il demeure à Montmartre, à 2 pas de l'atelier de Jeanne-Paul, le dernier monstre sacré, pour lequel il vouera une admiration intense. Il consacre cette période artistique à la peinture. Bohème, animateur des nuits parisiennes dans les années 50, il accompagne à la guitare hawaïenne Philippe Clay et Georges Brassens. Il côtoie Juliette Gréco, Édith Piaf, avec lesquels il fait le bœuf. Au début des années 60, il rencontre Maude, Madame Ivanov, qui l'incite à s'installer à Cannes, puis à Seillan, à la forge de la Grand-Rue. Les Seillanais avaient l'habitude de le croiser au volant de sa Mercedes vert rouille, héritée de Max Ernst, surchargée de vieux outils, barres, engrenages, boulons, écrous, rondelles, qu'il métamorphose en vierge à l'enfant, Don Quichotte, danseuse, créature fantastique. Amoureux de la musique, il accorde au diapason les épines dorsales de ses sculptures en gamme chromatique. Il réalise le superbe dragon, symbole de la ville de Draguignan, qui se trouve place du Dragon, le cheval fougueux place du Vala, ou encore la rascasse à Seillan. Adepte de la communication par l'art, il invente l'idéogramme, panneau naïf racontant une histoire. Les grilles présentées sur les murs de l'église de Seillan en sont l'exemple parfait. Ses œuvres, reconnues dans le monde entier, sont présentes dans les musées d'art moderne au Japon, aux États-Unis et aux 4 coins de l'Europe. Le musée historique du fer à Nancy en possède également quelques-unes. Ses réalisations dégagent optimisme, équilibre, beauté, sans oublier un grand respect de l'œuvre d'art. Il nous a quittés le 5 janvier 2005 à Seillan. N'hésitez pas à joindre notre association dragonlyre@orange.fr.
Lancement du Conseil local de l'alimentation en pays de Fayence par Guylaine Philly à Montauroux. Le 17 novembre 22 avait lieu la première rencontre du PAT, projet alimentaire du territoire, à la base nautique du lac, et le Nouveau Journal était présent à cette réunion. Étaient conviés les acteurs de la société civile, les associations, les élus, les agriculteurs. L'objectif de cette rencontre était de faire un constat sur la production alimentaire dans le canton et d'apporter une réponse aux besoins de la population locale. Le premier objectif étant de fournir en produits de proximité les cantines scolaires. La technicienne de la Chambre d'agriculture parle d'un territoire pilote nous concernant et explique la mise en place de zones agricoles protégées et le dispositif de reconquête des terres agricoles par la sensibilisation des propriétaires pour une mise à disposition des friches agricoles. La représentante du syndicat agricole du canton constate que le territoire du pays de Fayence ne permet pas de nourrir la population et que la pression foncière est telle qu'il n'y a pas d'intérêt économique à investir dans l'agriculture et que le problème de l'eau est un enjeu supplémentaire. A contrario, la représentante de Odat Var, chargée du projet d'identification des espaces potentiels de production alimentaire afin de soutenir les initiatives locales, souligne une belle dynamique quant à la participation de la société civile et des élus. Depuis plusieurs années, le Nouveau Journal a rendu compte des informations, des actions mises en place, des témoignages d'agriculteurs du canton et, suite à cette rencontre, j'ai été surprise quant à l'optimisme évoqué par l'ODAT et la Chambre d'agriculture, évoquant un canton pilote et une belle dynamique de la part des chargés du projet agricole. Il me semble que c'est contradictoire avec le peu d'évolution de la situation qui, depuis 6 ans maintenant, où une étude sur les terres agricoles disponibles et l'avenir de l'agriculture et de ses acteurs avait été mise en place. De même, des agriculteurs au cours de cette réunion ont mentionné ne pas avoir été contactés par le prestataire Sodexo pour les cantines scolaires afin d'utiliser des produits alimentaires locaux issus de l'agriculture locale. Une prochaine rencontre est prévue en février 2023 où un compte-rendu et les actions mises en place sera présenté par le chargé de mission de la communauté de communes. Le dernier conseil communautaire de l'année 2022 par Pierre Racliffe à Fayence. Le conseil communautaire s'est déroulé le mercredi 6 décembre. La veille, il y avait eu une réunion du conseil d'exploitation de l'eau. Qu'en savons-nous ? Des fuites, des impressions de certains participants et l'article de Var Matin du 8 décembre. Les informations données ça et là sont intéressantes, surtout pour l'eau. Je retiens. Grand 1, le réseau karstique des sources de la Siagnole s'est rechargé rapidement avec les dernières pluies. Comme en décembre 2017, la source de Nessung, Cajolion, est en légère surverse à vue de nez 500 litres par seconde par rapport à son seuil. Ce réseau, c'est 500 km² de bassins versants où les eaux pluviales s'infiltrent dans le sous-sol et par les dolines et les avennes. On compte 75 à 80% d'infiltration, ce qui pour 130 mm d'eau fait 0,1 million de mètres cubes par kilomètre carré. Et sur 500 km², 50 millions de mètres cubes. Ceci est cohérent avec ce que l'on sait de ces résurgences. Une recharge rapide avec les pluies et un vidage rapide aussi sans pluie. Le débit est passé de 175 litres par seconde à 328 litres par seconde, comme en fin 2017, autre année de sécheresse. Mais ce n'est pas suffisant. La source située juste en amont est restée sèche. 2. Le réseau karstique qui alimente l'aquifère de la Peine de Fayence mettra beaucoup plus de temps à se recharger. Utilisé pendant la sécheresse de cet été, surtout le forage de la barrière, l'aquifère s'est vidé. Il faudra plusieurs années pour le recharger si le régime actuel de faibles pluies persiste. 3. Le forage de Tassy 1, forage de reconnaissance à petit diamètre, avec une capacité de pompage de 15 litres par seconde, était destiné au golfe de Terre Blanche et aux agriculteurs de l'ouest de la plaine.
Le Golfe a proposé d'en résilier l'usage. Le Conseil d'exploitation de l'eau y est favorable. 4. Un forage dit de secours est envisagé pour compléter et suppléer le forage Tassi 2, d'une capacité de pompage de 56 litres par seconde, lequel serait en mauvais état. Mais une inspection par caméra a-t-elle été faite pour justifier cela? Les pompes ont une durée de vie de 30 ans. Un forage de reconnaissance est évoqué. Cela me semble inutile si le forage est fait à proximité de l'existant, Tassi 2. Une mise en service en 2023 me paraît possible. 5. Les canaux d'adduction d'eau des sources de la Siagnole au répartiteur de Jazneuf sont des canaux couverts. Section 80 par 80 cm. Pas de conduite. Il s'y développe des racines de plantes par endroits, ce qui nécessite un nettoyage périodique. L'entreprise E2S procédait à un nettoyage tous les ans des canaux. À mon sens, ces racines ne présentent pas de risque sanitaire, mais il faut les enlever pour éviter de boucher un canal. Le nettoyage consiste à envoyer du personnel dans le canal, couper les racines et ensuite de faire une chasse. Le chemisage évoqué est techniquement possible. Cela consiste à coller une toile de fibre de verre sur le fond et sur les parois et ensuite de projeter de la résine époxy durcie par un catalyseur, comme sur les bateaux en plastique. C'est un investissement de plusieurs millions d'euros, à mon avis inutile, que l'on paye bien le personnel pour le faire une fois par an éventuellement par des primes. C'est 4,5 km de long pour chaque canal. Mais les racines ne se développent pas en continu sur toute la longueur. C'est en quelques endroits ou par une fissure que certains arbres, comme les oliviers ou les figuiers, pénètrent et y développent un écheveau de fines racines pour s'alimenter en eau. Étancher ces fissures de l'intérieur ou de l'extérieur permet d'arrêter la pénétration. 6. Il y a aussi une question du doublement du prélèvement, redevance financière de l'agence de l'eau, mais avec une contrepartie, la possibilité de subvention de 50% pour des investissements au lieu de 20%. Investir utilement, certes, mais investir inutilement et augmenter les impôts, non. 7. Une extension des réseaux d'assainissement est envisagée à Montauroux, à proximité du ferrage de la barrière, pour renforcer la zone de protection du forage. Toute extension du réseau d'assainissement est bienvenue, avec l'obligation pour les riverains de s'y raccorder. 8. Prélever de l'eau du lac de Méaule pour créer un réseau d'eau agricole, 9 km sur la D4, me paraît un investissement saugrenu, estimation 13 millions d'euros. C'est un petit lac qui se vide régulièrement, qu'on le laisse source de loisirs. Compte rendu de la réunion publique à l'initiative de l'association VAEL, Vivre et Agir aux estuaires du lac. Le 15-10-2022 à la mairie annexe de Montauroux, aux estuaires du lac, par Jean-Louis Vaury à Seyon. Avec la participation des maires de Montauroux, de Bagnols-en-Forêt et du président de la communauté de communes du pays de Fayence, plus quelques adjoints, assistance 120 personnes environ. Projet Foncentre. Monsieur Huet et Monsieur Hugo sont assez mordants contre le projet. Ils estiment que le retrait de 2020 était stratégique et n'ont aucune confiance dans le nouveau projet. 8 maires sur 9 sont désormais indiqués leur opposition. Il est clair que les 06 et Monaco ont choisi de nous utiliser comme une poubelle pour leurs déchets. Un excellent projet a pourtant démarré à Frégis contre un investissement de 4 millions d'euros avec une véritable valorisation des déchets du bâtiment. Il pourrait donc être répliqué. Monsieur Huet rappelle qu'avec le Vallon des Pins, nous avons déjà largement pris notre part. 55 communes du 06 utiliseraient cette facilité. La CAVEM ne serait plus solidaire de notre canton. Suez leur a fait miroiter du travail pour leur entreprise du BTP à l'occasion de la construction. La position de M. René Bouchard.
Fonsante est inscrit dans le SCOT et le STRADET un point délicat. Il faut donc lutter en répondant point par point au projet qui va être remis incessamment à la DREAL qui ferait 5000 pages. Le combat sera difficile. René Bouchard a rencontré M. Borrell de Suez qui a essayé de l'endormir et lui a fait toutes sortes de promesses qui seront vite oubliées. Mix des déclarations des élus et questions et interventions des participants. L'article Var Matin du 6 octobre est un copier-coller de ce que Suez a écrit. Il s'agit d'un publi-reportage en fait. Même la photo serait photoshopée pour réduire l'impact visuel du projet. Le BRGM roulerait pour Suez qui lui fait miroiter des études à venir. C'est évident. La mairie de Tanneron va revoir son PLU en essayant d'y insérer de quoi interdire le projet. Cependant, le PLU n'est pas au sommet de l'échelle des normes, en tout cas, il est en dessous du SCOT et du SRADE. Le président de la région, M. Muselier, serait un solide soutien de Suez sur ce projet. Note du rédacteur, un message à nos élus d'opposition et communautaires. Les maires, dans leur nouvelle opposition virulente au projet, sauf le maire de Calian, apparaissent sincères. Je le pense, je l'espère. René Bouchard, qui est en pointe, étant le vice-président de la Comcom en charge des déchets, me paraît un maillon faible. Il paraît sincère, mais à mon humble avis, simplement mettre le doigt dans le dialogue avec Suez me paraît hautement stratégiquement dangereux. Ils sauront noyer le poisson, promettre monts et merveilles, s'engager sur un projet limité puis l'agrandir, etc. Il faut que la Comcom émette rapidement un avis vigoureux et définitif sur le non-sens écologique de ce projet, qui est un recul écologique et une véritable insulte au bon sens. Les contre-arguments ne manquent pas. Les directives européennes et leur transposition en droit national depuis 30 ans vont toutes contre l'enfouissement au bénéfice de la valorisation. Fonsante, c'est de l'enfouissement. Les directives européennes et leur transposition en droit national depuis 30 ans impliquent un traitement local, pas un transport depuis les Alpes-Maritimes et Monaco vers le canton de Fayence qui devient leur poubelle. 200 à 300 camions entre l'autoroute et le site représentent une aggravation de l'enfer routier de la zone. Quelles que soient les promesses de Suez, les dangers de pollution de l'eau du lac sont évidentes, sans compter la pollution visuelle et les poussières toxiques. J'attends de nos élus communautaires d'opposition qu'ils interviennent à la Comcom au prochain conseil sur le risque d'une approche patiente et légaliste d'opposition au projet qui sera interprété comme une position de faiblesse par Suez. Pourquoi avoir créé l'association Vivre à Saint-Paul ? Ce qui nous a motivés dans la volonté de créer l'association Vivre à Saint-Paul, c'est l'incroyable décision de Monsieur le maire de livrer un bien communal précieux à un promoteur. Ce bien précieux, c'est la magnifique prairie sur les hauteurs du village à proximité de la chapelle. Elle apporte de nombreux atouts à la commune. C'est un espace bucolique qui permet à une centaine de véhicules de stationner pour les parents d'élèves et les jours de fête ou de manifestations diverses. Cette dimension utilitaire est fondamentale à l'heure où l'attrait d'un village se mesure aussi par ses capacités de stationnement. Cette prairie offre aussi une vue magnifique sur le plateau d'Isnard et les montagnes environnantes. Cette prairie se situe à quelques pas du centre du village. Comment nos élus peuvent-ils sacrifier un tel joyau au détriment de l'intérêt général ? D'autres lotissements ou projets immobiliers vont défigurer nos quartiers, diminuer nos ressources en eau. Les 12 villas à l'entrée du chemin des Bois, les 7 villas avec piscine un peu plus loin, un petit immeuble au Saqueton, ainsi que d'autres projets de même nature. Si une telle fièvre s'empare de nos élus, à l'opposé des recommandations de la communauté de communes, c'est certainement en raison du fossé qui se creuse entre les habitants et les élus. Ceux-ci se retrouvent comme dans une bulle, éloignés des aspirations et des besoins des habitants. Nous-mêmes, les habitants, sans lien suffisant entre nous, nous ne pouvons devenir ni une force de proposition, ni une force d'opposition. C'est ce constat qui nous a amenés à considérer qu'il fallait recréer des liens pour faire communauté. Ce sera l'objectif de l'association Vivre à Saint-Paul.
Nous pensons qu'une telle association est en mesure, au sein de notre commune, de tisser ces liens et de révéler peut-être de nouvelles énergies. Pour être efficace, elle doit s'adresser aux habitants de toute sensibilité. Notre seul objectif sera le bien commun et le développement de la démocratie locale. Elle aura pour vocation de nous opposer à des projets que nous jugerons contraires à l'intérêt général, mais aussi de permettre une coopération avec les élus à chaque fois que nos objectifs seront communs. Nous pourrons également mieux cerner les besoins et mieux les communiquer à la municipalité. Si nous parvenons à avancer dans cette direction, nous aurons le sentiment d'avoir commencé à combler, à notre petite échelle, le fossé qui se creuse dangereusement entre les électeurs et leurs élus. Vivre à Saint-Paul, association loi de 1901, but statutaire, préserver notre patrimoine commun et favoriser un développement harmonieux de Saint-Paul-en-Forêt. Contact 691 chemin des Bois, 83 440 Saint-Paul-en-Forêt. Adresse mail vivre à Saint-Paul 83 tout attaché @orange.fr. Sommes-nous les mauvais élèves de la mobilité douce par le collectif Demain Pays de Fayence? Qu'attendons-nous pour un avenir mobile, adapté à tous? Notre pays de Fayence doit évoluer. Tous en vélo-piste, pour nos pistes cyclables, notre écomobilité en général, notre sécurité dans ses déplacements, nos économies, notre santé. Les collectifs, associations et citoyens du canton se mobilisent. Cette crise énergétique, issue du contexte actuel, nous a révélé notre dépendance aux enjeux internationaux et notre manque d'alternatives aux énergies fossiles dont il faudra bien se passer au plus tôt pour éviter l'emballement climatique. C'est dans ce contexte qu'il faut donner un bon coup de pédale à l'utilisation du vélo dans le pays de Fayence. Certaines communes et globalement le pays de Fayence sont très en retard sur les aménagements pour la mobilité douce. Ce qui nous a exaspérés et donné l'envie d'organiser cette manifestation à vélo, ce sont les travaux récents de fossés en béton qui augmentent considérablement la dangerosité, non seulement pour les vélos, mais également pour les piétons. Comment marcher ou pédaler le long de la D562 à Calian, alors qu'au minimum un couvercle sur ce caniveau aurait permis de créer une bande de circulation douce? Améliore-t-on avec ce genre de travaux l'authenticité rurale de la plaine? La sécurité des vélos, des piétons et même des automobilistes? Non, aucunement. Depuis la création des collèges, les pistes cyclables se font attendre. Qui ose envoyer ses enfants aux activités à vélo ou à pied? Tout incite à prendre la voiture. C'est le monde d'avant, toujours à l'œuvre. Stop! Le gouvernement lance un plan vélo 2023 avec 250 millions d'euros de subventions à la clé. Il ne faut pas attendre que ces financements soient épuisés. De plus en plus de personnes n'ont plus les moyens de se déplacer en voiture. Rénovons les chemins d'antan et maillons notre territoire de parcours agréables et sécurisés. Le collectif a participé à la réunion du PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, organisée par la communauté de communes du Pays de Fayence le 6 janvier dernier, où la mobilité aura été à l'ordre du jour lors d'un atelier participatif. Nous avons besoin d'éco-conception transdisciplinaire et concertée. Signez la pétition sur le site www.leslignesbougent.org. Venez manifester votre besoin pour que les choses avancent rapidement le dimanche 22 janvier à 10h30. Il y a 2 départs, soit à partir du collège de Montauroux, soit à partir de la piscine de Fayence. On se rejoint au Mûrier, rond-point du marché paysan, 1 heure plus tard, avec des échanges, des stands, des projets à développer pour le pays de Fayence. Des pros du vélo seront là pour de petits réglages de dépannage. C'est une manifestation déclarée aux autorités avec service de sécurité interne. L'événement n'est pas adapté aux enfants, présence du trafic. Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe organisatrice pour tracter, pour encadrer la manif, etc. Contactez-nous à demainpaysdefayence @gmail.com. Nos enfants trient les déchets par la classe de CE1 de l'école maternelle Pagnol à Montauroux. Jeudi 6 octobre, M. Paillet, de la communauté de communes du Pays de Fayence, est venu dans notre classe de CE1, école Marcel Pagnol de Montauroux, Madame Rebuffel. M. Paillet est ambassadeur du tri, c'est-à-dire qu'il explique comment trier, pourquoi et ce que deviennent nos déchets. Pourquoi trier?
Il faut trier pour éviter d'avoir des montagnes de poubelles. Nos déchets ne disparaissent pas comme par magie. Ils s'entassent dans les océans. Il y a déjà la superficie de 3 fois la France dans les mers, un continent de plastique. Le fait de trier permet de préserver les ressources de la planète qui ne sont pas inépuisables. Bien trier permet de réduire nos déchets de 90%. Un sac poubelle au lieu de 10. Comment trier ? Il faut respecter les couleurs des poubelles de tri. La bleue pour le papier, la jaune pour les emballages, ce qui a contenu de la nourriture, de l'eau ou autre chose, ni lavé ni emboîté. Il ne faut pas mettre de sac opaque dans les bacs d'emballage sous peine de refus complet du bac. Verre pour le verre, bouteilles, bocaux et pots en verre uniquement. Même cassé, le verre sera trié. Le verre se recycle à l'infini, il est à privilégier. Marron, carton. Carton plat. Le restant de ces déchets peut aller au composteur, déchets végétaux, épluchures, dans les magasins spécialisés ou les supermarchés, piles, cartouches, ampoules, dans les bacs spéciaux, les vêtements, surtout pas de vêtements humides, et les chaussures attachées ensemble. Les gros déchets encombrants doivent être apportés à la déchetterie. Un service gratuit de retrait d'encombrants à domicile est disponible sur simple appel et prise de rendez-vous. Il ne restera dans la poubelle d'ordures ménagères, grise et bordeaux, que les autres déchets. Monsieur Paillet nous a donné des maniets qui résument comment trier et un guide du tri avec les adresses des déchetteries et comment obtenir un composteur. Pratique. Sur le site de la Comcom, il y a une carte qui indique les lieux de tri par catégorie, y compris les textiles. Collecte sélective, site officiel de la communauté des communes du pays de Fayence. Que deviennent nos déchets ? Les emballages, cartons, papier sont recyclés dans un centre de tri situé au MUI pour avoir une nouvelle vie. Lorsque nous ne voulons plus d'un objet, nous pouvons aussi le réparer, le donner, le transformer ou le vendre. Il existe des recycleries et des ateliers de réparation sur le canton. Bientôt, en janvier 2024, nous payerons nos déchets selon le volume de nos ordures non triées. Alors, il est temps de se mettre au tri, pour la planète, pour notre santé et pour notre porte-monnaie. 9500 vaches pour le canton, par Fabien Pilon à Montauroux. Et si nous parlions alimentation, ou plutôt quantité ? Aujourd'hui, la quasi-totalité de ce qui est consommé par les 28 000 habitants du canton de Fayence arrive dans le ventre d'une myriade de camions qui déversent leur cargaison dans les supermarchés et autres points de vente. Imaginons que nous devions produire sur place toute cette bouffe. J'ai fait quelques petits calculs grâce à plusieurs tableaux, dont un mis en ligne par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2020. Quoi de plus officiel ? Alors, je vais prendre pour exemple principal la viande, qui est la plus impactante écologiquement pour la planète. La viande, c'est 85 kg par habitant pour une année. Énorme, soit 2380 tonnes de viande pour les habitants du canton. On sait que pour une vache de 700 kg vivante, on obtient 250 kg de viande à consommer. Il nous faudrait donc élever quelques 9500 vaches pour satisfaire nos besoins de barbecue et de hamburgers. Cela ferait un beau troupeau. Le plus énorme, c'est qu'il faudrait produire sur place pour nourrir ce grand troupeau, sachant qu'en moyenne, il faut 4,4 kg de céréales pour produire 1 kg de viande, bœuf, porc et volaille. Cela représente 10 470 tonnes de céréales qui pousseraient, si tout va bien, sur environ 1500 hectares de terres cultivables. Et pour ce qui est de l'eau, il faut en moyenne 8 mètres cubes d'eau pour produire 1 kg de viande, bœuf, porc et volaille, soit 19 millions de mètres cubes d'eau. Ces chiffres font tourner la tête, car je ne vous parle pas des 3300 autres tonnes de céréales pour la nourriture des humains, les 1480 tonnes de lait et yaourt, les 1300 tonnes de pommes de terre, les 708 tonnes de fromage, les 364 tonnes d'œufs, etc.
Tout se calcule en se rapportant au tableau ci-joint multiplié par 28 000 habitants du canton. Tout ceci nécessitant aussi beaucoup d'eau et de surface agricole. Bon, au moins nous aurions du fumier pour nourrir proprement les sols sans intrants chimiques, mais avons-nous encore suffisamment de surface de terre agricole utilisable? Et qu'en serait-il de l'eau? Il y a urgence à revoir nos habitudes alimentaires et de consommation d'eau. Tant que les camions arriveront chargés de victuailles et d'eau, tout peut continuer. Mais pour combien de temps encore? Tiens, des travaux à Fonsante, par Hélène Gluck, aux Adrets de l'Estérel. Pelleteuse, bulldozer, tronçonneuse, noria de gros camions chargés de terre. Que se passe-t-il sur le site de l'ancienne mine de Fonsante, près du péage des Adrets? C'est le BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières, qui travaille. Curieux. Et cela alors que Suez a déposé un nouveau projet de décharge, produits BTP et autres, sur ce site. Le BRGM intervient très souvent sur les anciens sites miniers pour contrôler la sécurité des lieux ou limiter la pollution. Le BRGM contrôle le site de Fonsante depuis 2012, mais en ce moment, c'est du lourd. Réfection des vallons bordant le Lantais, en retenue artificielle contenant les résidus du traitement du spat fluor, appelé fine, des métaux lourds, de l'arsenic, pose de voiles de bitume sur les rives pour empêcher les infiltrations d'eau de pluie, enrochement important, débroussaillage à grande échelle, stockage des bois contaminés au centre du bassin. Toute la surface du Lantais, 3,5 hectares, va être couverte d'une couche d'argile soigneusement choisie d'environ 20 cm d'épaisseur pour que l'eau de pluie n'entre pas en contact avec les fines entreposées. Les mêmes travaux vont être réalisés sur l'autre bassin, le Saint-Barthélemy, à côté du motocross. En faisant tous ces travaux, est-ce que le BRGM prépare l'installation de Suez, meilleur écoulement des eaux vers le lac de Saint-Cassien via le vallon des Chartiers, zone dégagée? Ou est-ce qu'il va la gérer? Comment Suez va-t-il pouvoir installer une start-up sur le Saint-Barthélemy, recouvert lui aussi d'argile? Cette société doit travailler dans le domaine du bio, défense de rire. Il y a donc 3 possibilités. Premièrement, le BRGM a décidé ses travaux il y a une dizaine d'années et avec la lenteur administrative et le Covid, ils ne sont réalisés qu'en ce moment sans tenir compte du projet Suez. Deuxièmement, le BRGM se dépêche de faire tout ça pour bloquer Suez. Pas de panneaux photovoltaïques sur le Lantais, pas de stockage de déchets derrière le Lantais, car le risque de pollution du lac est trop grand avec les nouveaux écoulements réalisés, pas de construction possible de bâtiments sur le Saint-Barthélemy. Troisièmement, le BRGM prépare, entre parenthèses facilite, l'installation de Suez avec notre argent, puisque le BRGM est financé par l'État, donc nos impôts. De ce fait, ce chantier est illégal. Le coût des travaux réalisés en ce moment se monte à environ 1 million d'euros. Alors si vous avez une réponse, allez vite sur le site www.fonsante.com pour nous informer. Sur le Lantais et le Saint-Barthélemy, des petites zones sont délimitées par des piquets très visibles. Est-ce qu'un petit pissenlit extrêmement rare, un escargot unique en Europe, se cache là ? En tout cas, ils sont tellement précieux qu'ils ont réussi à arrêter les débroussailleuses et bulldozers du BRGM. Pourront-ils nous aider à stopper Suez? Sortons nos loupes, livres de botanique et autres sites internet, et nous trouverons leur nom. Et Suez sera obligé de les laisser tranquilles, et nous avec. Non au projet Suez 2, préservons l'Estérel, par le comité contre le projet Suez des Estérets du Lac, VAEL, membre de l'Union. Le 14 décembre dernier, l'Union des associations du Pays de Fayence et d'Estérel Côte d'Azur Agglomération s'est prononcée par une motion à l'unanimité contre le projet Suez 2. Ce projet est certes différent dans sa présentation du projet Suez 1, en ce qu'il supprime le stockage à l'air libre du mâchefer et des déchets verts en raison des risques toxiques que nous avions dénoncés. Il reste cependant dans un périmètre identique qui permettra de reprendre le stockage du mâchefer à très haut rendement financier dès 2026
lors de la remise en route de l'incinérateur de Nice grâce à une simple autorisation d'extension. Ne soyons pas dupes, on prend les mêmes et on recommence. L'Union des associations, avec l'appui de toutes et de tous les élus de la communauté de communes du pays de Fayence, à l'exception de M. Cavalier, maire de Calian, promoteur du projet, et avec l'appui de tous les maires des communes d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, a réussi dans un premier temps à faire capoter le premier projet de Suez en juillet dernier. Cela prouve que la mobilisation des habitants et de leurs élus peut arrêter un projet d'une telle ampleur qui vient défigurer à jamais un des plus beaux sites de France que représentent les massifs de l'Estérel et du Tanneron. Tous les arguments contre ce projet ont été déployés en vain, l'État refusant toujours de prendre en considération atteinte à la faune et à la flore, atteinte à la santé publique, eau du lac polluée, poussière toxique, sécurité, feu, inondation. Cette installation échappe désormais aux décideurs locaux. Nous sommes face à la volonté brutale de l'État qui s'appuie sur Suez dans cette opération de destruction de notre patrimoine territorial. Soulignons qu'aucune étude d'impact n'a été diligentée à ce jour. Nous sommes confrontés à un véritable rouleau compresseur qui n'agit qu'en fonction d'intérêts privés, bafouant toute volonté démocratique exprimée par l'ensemble de nos élus locaux, des maires aux députés, en passant par Madame la sénatrice et les conseillers départementaux et des associations. Il n'est plus nécessaire ni temps de présenter des arguments rationnels. Nous ne ferons entendre raison à cette force aveugle que par l'expression de notre opposition unanime et déterminée, afin de faire échouer définitivement tout projet de déchetterie sur les flancs de l'Estérel, à proximité du lac de Saint-Cassien. Il ne reste plus, comme dernier recours, que la détermination des habitants mobilisés aux côtés de leurs élus. Nous lançons un appel pour que chaque personne se sentant concernée par ce combat pour la défense de l'intégrité de notre territoire se mobilise afin de constituer un mouvement capable d'empêcher le préfet du Var de donner son accord au projet Suez 2. Nous lançons donc un appel à la constitution de comités de liaison locaux, commune par commune, voire dans chaque quartier, à l'exemple de notre communauté fonçante et de celui des adrets. L'Union mettra à votre disposition certains outils d'information comme des tracts, des affiches et des autocollants. Vous pouvez aussi suivre nos actions et répercuter les vôtres sur les réseaux sociaux. Et nous sommes prêts à animer des réunions d'information. Suez, qui, jusqu'ici, a refusé de dévoiler l'intégralité de ce nouveau projet, malgré certaines demandes des maires concernés, devra tenir une réunion publique en janvier. Soyons prêts à les accueillir, comme nous l'avons fait en juin dernier, par une belle unanimité de non au projet Suez 1. Diffusez cette information, diffusez cette proclamation, diffusez le nouveau journal. Visite du site d'enfouissement de déchets ménagers du Vallon des Pins à Bagnols-en-Forêt, par Jean Burderon à Saint-Césaire-sur-Sienne. Le 10 novembre dernier, à l'initiative de l'association Comité de liaison pour la protection du massif de l'Estérel et du lac de Saint-Cassien, nous avons visité le site du Vallon des Pins à Bagnols-en-Forêt. Nous avons été accueillis par M. René Bouchard, maire de Bagnols-en-Forêt et président de la société d'exploitation, M. Christian Manfredi, directeur général, et M. Frédéric Sébillotte, directeur, qui nous ont présenté le site et nous l'ont fait visiter. L'objectif était de voir l'impact de ce site sur notre environnement. Ce nouveau site qui vient d'ouvrir prend le relais du site voisin des Lauriers qui arrive à saturation. Ces deux sites sont côte à côte et sont destinés uniquement à l'enfouissement d'ordures ménagères des cantons du pays de Fayence, de la Dracénie, d'Estérel-Côte d'Azur et de l'Agglo de Grasse pour un volume d'environ 70 000 tonnes par an jusqu'en 2045. Il occupe une surface de 15 hectares. Le Vallon des Pins est exploité en régie publique, ce qui permet
à la collectivité d'avoir un contrôle direct sur sa gestion. Ce choix d'une gestion en régie publique était une condition incontournable pour le nouveau conseil municipal, compte tenu de la très mauvaise expérience de la gestion par le privé du site des Lauriers. Lors de cette visite, nous avons pu constater le professionnalisme des équipes d'exploitation ainsi que la très grande vigilance et présence sur le site exercée par Monsieur le maire. Des points importants ont été soulignés. Les nuisances d'exploitation de ce type de site, trafic de camions, bruit, poussière et odeur. Les risques environnementaux, en particulier ceux liés aux lixivia, très toxiques résultant du passage des eaux de pluie et de ruissellement à travers le stockage des déchets enfouis lors des très fortes précipitations. Actuellement, beaucoup trop de déchets recyclables arrivent dans les ordures ménagères, comme le verre notamment, ou les produits présentant des risques d'incendie, comme les batteries lithium de nos portables, ordinateurs, etc. Le tri effectué sur place au grappin est beaucoup trop grossier pour permettre de n'enfouir que les déchets ultimes comme cela devrait être le cas. Un très gros investissement est prévu sur le site pour le doter d'un centre de tri performant et d'une production d'électricité à partir du méthane récupéré sur les lixivia, actuellement brûlés dans une torchère. Le tri reste le sujet essentiel et permettrait de réduire considérablement les volumes à enfouir et donc le besoin de nouveaux sites. On estime en effet possible de réduire considérablement les volumes à enfouir avec un tri performant à la source par les usagers, complété par un second tri à l'arrivée sur site. Concernant les déchets industriels, il est également possible de réduire le taux d'enfouissement à moins de 10% par un tri performant, comme le fait l'usine Scavo à Fréjus, et donc de ne pas avoir à créer de nouveaux sites, comme le projet Suez à Fonsante. Pour maximiser son profit, Suez prévoit d'y enfouir directement tous les déchets autres que ceux provenant des particuliers et soi-disant non dangereux sans tri. Ceci juste au bord d'une zone protégée, à quelques centaines de mètres des maisons des Adrets et de Montauroux. D'autre part, le site longe l'autoroute pendant environ 2 km, ce qui serait du plus bel effet vis-à-vis d'une activité touristique essentielle pour la région. Enfin, il se trouve aussi juste au-dessus du lac de Saint-Cassien, qui, compte tenu de la pente du terrain et des épisodes pluvieux de plus en plus violents, recevra inévitablement les lixivia très toxiques, alors qu'il est de la réserve d'eau potable pour 150 000 habitants. Il est clair que l'avenir se trouve dans le tri performant et le recyclage, et n'est sûrement pas dans la multiplication de sites d'enfouissement dans des endroits totalement inadaptés. Il est également très important de signaler la taille du site envisagé à Fonsante, 55 hectares, soit presque 4 fois la superficie de celui du Vallon des Pins. Un grand merci à Monsieur le maire de Bagnols et à toute son équipe qui agissent véritablement pour une gestion raisonnable de nos déchets. Dernière nouvelle. Dans la montagne de Lure, le pays de Giono, entre Manosque et Forcalquier, des projets de panneaux photovoltaïques vont couvrir 1500 hectares. Oui, 1500, un quart de l'Esterel. Forêts et terres agricoles vont disparaître sous ces plaques noires. Ce sont souvent de petites communes, à court de financement, qui louent leurs biens communaux à Enedis, Veolia, Suez. Tiens, comme Calian avec Fonsante. Merci à Madame Véronique Degas, par Hélène Gluck, aux Adrets. Merci pour votre droit de réponse paru dans le numéro 55 du NJ, page 26. Oui, ces gens qui arrivent chez nous ne deviennent pas des lâches ou des criminels dès qu'ils posent le pied dans notre pays. Est-ce que les gens qui les qualifient ainsi ont pris le temps de les écouter face à face, de voir la peur et la souffrance dans leurs yeux ou sur leur corps, d'entendre l'espoir dans leurs paroles? Savent-ils comment s'est passé leur voyage qui a duré 2, 3 ou 4 ans? Sans doute 6 000 à 10 000 morts chaque année en Méditerranée. Je conseille à tous ceux qui les soutiennent ou qui veulent les refouler de lire un petit livre, 148 pages, 6,20 € de Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU, Lesbos, la honte de l'Europe, édition du Seuil. Lesbos est une île grecque face à la Turquie où sont accueillis des migrants dans le cadre des opérations menées par l'OTAN et Frontex, structure mise en place par l'Europe en 2004. Vous y découvrirez la vie dans les camps sur l'île, la corruption,
et comment certains s'enrichissent en fournissant les barbelés qui entourent les camps, en y vendant de la nourriture avariée. Ces profiteurs sont danois, allemands, français, anglais. Oui, c'est une honte. Où sont les vrais criminels ? Heureusement, il y a sur l'île un médecin et des habitants, aidés par des associations humanitaires qui soutiennent comme ils peuvent ces réfugiés. Au fait, comment appelons-nous notre enfant, notre cousin ou notre voisin qui quitte tout pour aller travailler en Australie, en Afrique ou au Canada ? Un migrant ? Non. Un expatrié. Alors, accueillons ces expatriés afghans, kosovars, éthiopiens ou d'ailleurs, avec un peu plus d'humanité et de bienveillance. Ciné-Festival, une belle 20e édition. Cette année, le Ciné-Festival a encore célébré le 7e art en offrant aux cinéphiles d'ici et d'ailleurs une belle sélection de films en compétition, courts et longs métrages. Une conférence rendant hommage à Jean-Louis Trintignant, un film documentaire et des sélections de courts-métrages dédiés au jeune public scolaire de notre territoire. Quel plaisir de partager ces moments riches en émotions et en découvertes avec les spectateurs venus bien plus nombreux cette année, du fait notamment de la levée du pass sanitaire qui a fortement impacté le monde du cinéma. Cette nouvelle édition s'est encore une fois tournée vers la jeunesse, puisque l'on sait combien il est important aujourd'hui de s'ouvrir aux autres et au monde, de mettre en avant les notions de tolérance et de respect. Nous avons ainsi accueilli un peu moins de 2000 élèves dans les salles de Montauroux et de Fayence, suscitant de vives émotions chez certains. Un grand merci à Diane Falk, la présidente des jurys, à nos partenaires politiques et économiques pour leur soutien sans faille, à nos prestataires et bien sûr à tous les bénéficiaires de l'équipe du Ciné-Festival qui ne ménagent pas leurs efforts tout au long de l'année pour vous offrir ces bons moments de partage autour du cinéma. Nous espérons tous que cette 20e édition du Ciné-Festival aura aussi impulsé l'envie à ses spectateurs de retourner voir les films sur grand écran. La survie du cinéma en dépend. Toute l'équipe du Ciné-Festival vous donne rendez-vous à la prochaine édition qui se déroulera du samedi 14 octobre au vendredi 20 octobre 2023. Bonne année cinématographique à tous et vive le cinéma. Nadège Pierron. Les élèves du collège Marie-Moron, de classe de 4e, ont vu des courts-métrages pendant le Ciné-Festival en Pays de Fayence en octobre dernier. Voilà leur avis sur ce qu'ils ont vu. Le court-métrage préféré des classes de 4e est Ours. L'intrigue pousse les spectateurs à aller jusqu'à la fin pour y découvrir ce qui arrive à cette jeune fille somnambule nommée Ours. Les décors sont réels, ce qui permet d'avoir une immersion totale dans le film. Les élèves ont bien aimé ce court-métrage car ils ont trouvé que ce dernier est plein de suspense. Et à chaque nouvelle action, cela donne envie de regarder la suite. Ils ont surtout aimé l'intrigue, ce qui a poussé la jeune fille à mettre la caméra sur sa tête et à filmer ses nuits. Le fait qu'elle ait désobéi à sa mère pour sortir en cachette rejoindre son amie prouve qu'elle était déterminée et prête à tout pour découvrir ce qui lui arrive. Certains élèves ont aussi eu peur quand elle est entrée dans la forêt, car ils ont pensé que quelque chose allait l'attaquer. Le fait que son père soit décédé et qu'elle pense que c'est lui qui veut communiquer avec elle les a émus. Cela montre qu'Ours a très envie de le revoir et a pour souhait de lui parler. Par contre, plusieurs élèves auraient aimé une autre fin. Ils ont trouvé dommage que la lumière jaune soit simplement le panneau lumineux du restaurant. Le dénouement était assez rapide, il n'y avait aucune scène inutile ou ennuyante.
Certains ont bien aimé À cœur perdu, car l'homme au cœur perdu était déterminé à retrouver son cœur. Les élèves ont apprécié la joie de vivre qu'il avait au début du court-métrage et sa relation avec sa famille les a touchés. Ce court-métrage est une jolie histoire qui transmet bien le sentiment de déracinement que peuvent ressentir les immigrés. À travers Omid, un immigré iranien, on vit réellement son mal-être de ne pas se sentir complètement intégré en France. Il ne sait plus où se trouve sa maison. Il se sent perdu, d'où le titre « À cœur perdu ». Omid a le mal du pays et décide de retourner en Iran pour retrouver ses racines. Et finalement, il découvre que la réalité de l'Iran est autre que dans ses souvenirs et il décide alors de retourner vers sa famille en France pour essayer de s'intégrer malgré les différences de culture et de langue. Plusieurs élèves ont bien aimé le court-métrage À travers mes yeux. Celui-ci raconte l'histoire de deux personnes qui se rencontrent dans un bar. Elles s'aiment, se marient. L'épouse tombe malade et là, l'histoire bascule dans le surnaturel. Donc, elle tombe malade, sa peau devient d'une couleur noire encre. Triste, elle ne veut plus rien faire, son mari s'occupe d'elle. Elle finit par guérir grâce à l'amour qu'il a pour elle. Croquis d'audience est un court-métrage qui a également été apprécié car on laisse une deuxième chance aux personnes qui ont commis des turpitudes. L'intrigue est surprenante mais extrêmement bien trouvée. Le spectateur est heureux parce que de nombreuses personnes sont acquittées. Le dénouement est abracadabrant parce qu'Edmond, l'artiste, se fait arrêter alors qu'il aidait toutes les personnes endettées. Jacques Bonafé, qui incarne Edmond, a un très bon jeu d'acteur, car quand il joue, le spectateur a l'impression que ce n'était pas un court-métrage, mais la vraie vie. Je suis un jeu à la con était le plus court des courts-métrages. L'histoire se passe dans une salle d'attente avec un couple et leur petit garçon et une mère avec sa petite fille. La mère demande à son fils de jouer au jeu de cette famille avec la petite fille. Les parents se disputent à cause du tabac. Les enfants se disputent aussi. Donc, la mère très stricte intervient en disant que ce n'est pas normal de mettre deux mamans au lieu d'un papa et d'une maman. C'est la règle du jeu. Mais l'autre mère n'est pas d'accord et dit que c'est un jeu à la con. La mère et le petit garçon quittent la salle et le père sort aussi pour fumer, croise une femme et se rend compte que c'est la deuxième mère de la petite fille. Ce court-métrage montre que le jeu des 7 familles n'est plus adapté à la société actuelle, car maintenant, les couples homosexuels sont reconnus et libres. Dans le cadre du Ciné-Festival en octobre 2022, des élèves du collège Marie-Moron à Fayence se sont portés volontaires pour faire partie des jurys longs et courts-métrages. Voici leur avis sur cette semaine particulière. Baptiste, juré court-métrage. J'ai beaucoup aimé découvrir ce monde du cinéma avec des passionnés. J'ai adoré écouter et avoir pu débattre avec les autres membres du jury, tous très investis. Échanger sur notre ressenti, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Être juré m'a permis de pouvoir regarder plein de films courts et longs en avant-première. C'était très sympa. Et puis surtout maintenant, quand je vais au cinéma, j'ai une autre vision des films. Je les regarde différemment. J'ai beaucoup aimé plonger dans ce monde cinématographique le temps d'une semaine. Noémie, juré court-métrage. Moi, j'ai tout aimé de cette semaine de cinéma. Les films, l'ambiance et surtout les échanges avec les autres membres du jury. Voir un film en groupe et en débattre ensuite, c'était vraiment bien. Même si nous n'étions pas tous toujours d'accord, c'était bien de pouvoir en discuter avec d'autres personnes et d'exprimer mon ressenti. Mon court-métrage préféré est À cœur perdu, car c'est un film d'animation, et puis j'ai été vraiment émue par l'histoire de cet immigré qui a perdu son cœur qu'il a laissé en Iran. J'avais l'impression de ressentir ses émotions.
d'être à sa place. Cette expérience m'a appris à voir les films différemment et aussi à les interpréter d'une autre manière, avoir une vision de groupe. Nelson, juré long métrage. J'ai trouvé la formation cinéma avec Monsieur Mirabel très intéressante et passionnante, car j'ai appris à reconnaître les critères d'un bon scénario. J'ai été plus sensible à l'analyse du scénario et des images, car je savais que j'allais devoir porter un jugement sur les films. Lorsque je regarde des films chez moi, je ne suis pas aussi attentif. Les films que j'ai aimés sont Brillante, car les thèmes traités dans le film sont très intéressants. Le monde du travail, le travail des femmes et les emplois pas très bien payés. Toppen Wedding, c'est une comédie romantique et je n'aime pas trop ces films-là en général. Mais comme il y avait la découverte d'une autre culture dans le film, ça se passe en Australie, et de très belles images de la nature, j'ai bien aimé. La conspiration du Caire est un film politique, avec une vraie intrigue que j'ai aussi appréciée, même si cette intrigue était compliquée, car il y était question de politique. Leurs témoignages, au vu de cette semaine cinématographique, montrent que ces jeunes en sont ressortis différents, enrichis de ces échanges et de ces nouvelles émotions face à un cinéma qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, changé et un peu plus cinéphile que consommateur. Le NJ fait son cinéma. Dans le cadre des projections cinématographiques organisées par le Nouveau Journal, nous vous donnons rendez-vous le mardi 14 février à 20h30, salle polyvalente de Seillan, pour une projection du film Parlons Utopie de Dominique Gauthier. Parlons Utopie est un documentaire de 75 minutes réalisé par Dominique Gauthier, produit par le village Emmaüs L'Escarpeau et Kumamovi. Avec les témoignages d'habitants du village et d'intervenants extérieurs, économistes, militants, sociologues, écrivains, journalistes, élus locaux, ce film montre comment une micro-société composée d'environ 150 personnes, compagnes et compagnons, salariés, bénévoles, organisés autour de la récupération et la valorisation des déchets, peut créer un véritable système économique et social alternatif, un vrai projet de vie collectif. À partir de ses activités et son engagement politique, comment ce village utopique s'est imposé dans le paysage régional et au-delà, qu'il soit social, politique, économique, agricole ou culturel. Le village Emmaüs L'Escarpeau accueille depuis plus de 37 ans les exclus de l'économie libérale et ses déçus qui cherchent une autre voie. Fidèle à l'esprit de l'abbé Pierre, ce village vit et se développe uniquement grâce à son travail, sa créativité, sans aucune subvention. La volonté de ce film, au-delà de faire connaître cette alternative, est de permettre à chacun et chacune de profiter de cet outil pour soutenir les changements et transitions nécessaires dans vos territoires. Un débat suivra à la projection du film en présence de Loïc Ledal, président d'Emmaüs Vallée de la Roya. La chronique littéraire d'Anne Cantor. L'arcane sans nom. Vous aimez les thrillers ? Ce livre est fait pour vous. Vous aimez l'angoisse ? Ce livre est fait pour vous. Vous aimez les belles histoires d'amour ? Ce livre est fait pour vous. Oui, du 3 en 1, c'est magique. Alors attention, ça nécessite quelques efforts. D'abord, ne pas lire la fin avant de commencer, pas comme moi. Cette fois, à la demande de l'auteur que je connais un peu, j'ai fait une exception à ma sacro-sainte manie de lire le dernier chapitre en premier. Car depuis Oui Oui au pays des jouets, je lis systématiquement le dernier chapitre avant de commencer une lecture. En fait, avant même de l'acheter, jusqu'à l'arrivée du numérique. Alors oui, je vous entends hurler, comme ma mère, mais pour moi, l'important n'est pas de savoir où on va, mais comment on y va. Ensuite, acceptez de vous laisser guider par l'auteur, y compris quand, en plein milieu du livre, vous vous direz que c'est n'importe quoi ce truc, car non, ce n'est pas n'importe quoi. Bref, j'ai pris sur moi et j'ai accepté de confier mon imagination à Claire. Bien m'en a pris. Me voilà propulsée dans un trou paumé aux côtés de Vanity Cooper, lui-même au fond d'un gouffre financier. Elle accepte de travailler pour Chayton Clark, un garçon drôle, bavard, avenant, à moins que cela ne soit tout le contraire.
Perdue dans une nature hostile avec un entourage angoissant, Vanity se retrouve à classer des photos. De jeunes natives qui ont disparu sans laisser de traces. Pourquoi ? Elle n'en sait rien. À quoi ça sert ? Elle ne le sait pas. Pourquoi Chayton Clark tient absolument à ce qu'elle et elle seule trient ces images ? Aucune idée. Mais comme Vanity, je n'ai pas pu quitter Keya Falls. Pas sans savoir pourquoi elle était là. Un livre étrange, déstabilisant et hors des sentiers battus, mais terriblement addictif.